était obligé de démarrer avec ce tube. Marc et Norbert, bonjour. Bonjour. Bonjour Cyrielle. Alors je fais partie de la génération de vos enfants qui a grandi avec vous, mais sans vous connaître vraiment. Alors je suis ravie de faire cette émission avec vous pour justement parler de votre parcours, apprendre à vous découvrir ou redécouvrir pour certains de nos auditeurs. Comme beaucoup de nos auditeurs d'ailleurs, vous faites partie de ces juifs venus d'Algérie, de Constantine dans les années 60. Et c'est ce trait d'union qui vous lie à la génération des pieds noirs qui ont entre guillemets cartonné dans les années 80 avec un genre nouveau. Vous êtes vous les descendants d'un maître de la musique Malouf à Constantine, votre papa Alexandre Nakache. C'est lui qui vous a tout appris, j'imagine. Il a fait mieux que nous apprendre. D'abord, c'est un plaisir d'être avec vous à l'instant. C'est partagé. Et il a fait plus que nous apprendre. Il nous a donné. Il nous a donné ce goût, il nous a donné cette envie d'être ce que l'on est, avec sa passion. Il avait une passion pour le Malouf, pour la musique judéo-arabe, qui était vraiment sa passion de vie, et puis il nous l'a transmise. Et en même temps, c'est une tonalité qui correspond aujourd'hui à ce qu'on essaye de donner à nos enfants. Alors, c'est un autre sujet, le fait de donner aux enfants encore autre chose. On va conclure avec ça, justement, la transmission, parce que je sais qu'elle est très importante pour vous. Norbert, vous aussi, votre papa a eu un rôle très important dans votre vie et il vous a transmis cela. Est-ce qu'il vous a donné des codes? Est-ce qu'il vous a appris à jouer de la musique? Ou finalement, même s'il vous l'a transmis, vous avez été un peu autodidacte? Oh, évidemment. Bon, bonjour Cyril, en tout cas ravi d'être là aussi, comme disait mon frère Marc. J'ai un peu la voix prise, mais ça va. Vous inquiétez pas, c'est le cas de tout le monde en ce moment. Ça passe. Oui, notre père, c'est vrai, quand on sortait de l'école petit, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, effectivement, il y avait les devoirs à faire assez vite. On essayait de les faire au maximum vite. Et on était tous autour de la table. Après, notre mère nous préparait une sorte de petit goûter de 16-17 heures. Et on avait tous un instrument, que ce soit le kamandia, violon, la darbouka, le luth. Et on faisait de la musique tous les jours. Alors vous jouiez de quoi? Moi, petit, je jouais du violon, parce que j'ai essayé d'imiter mon père qui était un virtuose. C'est très difficile, le violon. Il faut vraiment c'est assez ingrat, mais c'est difficile. Mais j'y arrivais parfois, je continue toujours. Et c'était plutôt percussion. Donc, il s'arrangeait toujours, il était malin. Il nous donnait il nous donnait tous les instruments pour faire son orchestre. Le haut, c'était Claude, la guitare Alain, Gérard, c'était la darbouka, moi, c'était la percussion, et Marco aussi, guitare, et qui était plus jeune, qui avait 3-4 ans. Vous êtes le petit dernier, enfin l'avant-dernier. Éternellement, c'est magnifique comme position. Le petit dernier. La dernière, il y a la dernière, bien sûr. Oui, voilà, donc l'avant-dernier au final, mais le dernier garçon. Le dernier garçon, et c'est vrai qu'on a toujours vécu et été imbibé de cette musique, cette transmission. Et curieusement, ce qui était beau, et on s'en souvient terriblement bien, c'est que tous les après-midi, en fin de soirée, quand on rentrait de l'école, on avait toujours du monde à la maison. Notre mère était toujours en pleine forme, elle dansait en fait tous les jours. On a une image extraordinaire d'elle, de savoir recevoir, de toujours la maison pleine de monde et de gaieté. Et il y avait des musiciens avec notre père qui étaient ses amis d'enfance, ses amis de tous les jours, ces musiciens arabes, Abdelkader, qu'on appelait d'ailleurs Ahmed Tonton. Et c'est avec eux qu'on apprenait à parler le peu d'arabe que nous savons aujourd'hui. Et finalement, on le parle assez bien, le constantinois. Et cette atmosphère, on la garde, et on a été en fait vacciné, imbibé de Malouf, qui est une musique qui se transmet en fait, mais qui ne s'apprend pas. Elle s'apprend oralement. Notre père, par exemple, vous me dites, Cyria, si je trompe. Ah non, mais c'était ma question qui suivait, donc moi, si je vous coupe pas, vous pouvez y aller, et puis c'est un plaisir de vous entendre. Merci. Le Malouf, en fait, c'est une musique qui se transmet oralement, qui s'apprend pas comme le solfège. On l'écrit pas. Donc, c'était des heures de répétition. Notre père, par exemple, savait des centaines de chansons par cœur. Et l'atmosphère est belle parce que c'est une musique qui donne de la convivialité, de la chaleur. C'est une musique arabo-andalouse. Judéo-andalouse, algérienne, il faut quand même le spécifier. Oui, de l'Est, en fait, de l'Algérie. Certains Tunisiens aussi. Il y a du Malouf marocain également. Oui, et du Malouf tunisien aussi. Mais chacun... Arabo, judéo, arabo. Ça vient d'Isabelle la catholique. Africano du Nord. Ça vient de là-haut, ça vient d'Espagne de toute manière, puisque tout le monde est parti de là-bas au XVe siècle. Donc c'est les origines.
Marc, vous, la chanson est arrivée à quel moment? Parce que vous êtes dans la musique, vous êtes musicien, mais c'est vous qui chantez finalement. Donc ça arrive à quel moment dans la progression de l'éducation de la musique avec votre papa? Parce que c'est lui qui chante à la base. Notre père chantait, bien sûr. C'est arrivé à quelque chose. Alors ça, c'est une question. Je crois qu'il n'y a pas eu un moment. Je crois que ça s'est dessiné. Il n'y a pas eu de décision. Il y a eu, bien sûr, l'influence de la jeunesse. C'est-à-dire que j'écoutais On fait chanter le petit dernier. D'une part, mais même au-delà de ça, je crois que quand j'étais tout jeune, j'écoutais les chansons du moment, que ce soit de Cat Stevens. C'était quoi les chansons du moment à cette époque? J'écoutais Cat Stevens, par exemple. D'accord. On va le voir, vos goûts sont très éclectiques et très récents. C'est complètement fou, mais on verra dans cette deuxième partie d'émission. Voilà, l'adolescence, c'était Deep Purple parce qu'il fallait toute cette, il y avait tout ça qu'on entendait et puis c'était normal et tout. En même temps, j'étais très ouvert grâce au grand frère Alain qui adorait Brel, donc en fait c'était Deep Purple à Brel parce que je voulais l'imiter dans sa connaissance des belles chansons et tout. Et puis à un moment donné, le fait de chanter, ça s'est dessiné tout seul. Et puis quand quand on chante, c'est comme quand on aime. À un moment donné, on fait la rencontre avec des chansons qu'on aime plus. Et puis, l'imagine, je sais qu'on va en parler dans un moment. Ça a été une rencontre, comme une rencontre. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui encore, on en parle. Quelques années plus tard, on en parle et elle fait partie de notre ADN. Alors justement, parlons-en de ce titre. On va l'écouter tout de suite. Vous avez cartonné dans les années 80, à l'époque de David et Jonathan. Voilà, toute cette grande époque des années 80, avec ce titre, Elle imagine. L'histoire de votre sœur, Martine, née en France, qui n'a pas connu l'Algérie. C'est vraiment ce titre qui vous propulse en 1987, si je ne m'abuse. Oui. J'avais 1 an, voilà, je vous dis tout. Bravo. Racontez-nous l'histoire de ce titre incroyable. L'histoire, c'est comme vous venez de le dire à l'instant, c'est l'histoire d'une petite fille qui n'a pas connu là-bas, qui a grandi en écoutant les histoires de ses parents, en écoutant Elle imagine, c'est au-delà d'être modestement une jolie chanson à entendre, c'est aussi une chanson à écouter, parce que les mots son histoire sont tous, à travers chacun des mots, on retrouve toute l'histoire de l'Exode. Et elle parle, oui, elle parle à tous ceux qui sont nés ici, qui sont nés là-bas finalement. Elle est très intemporelle et puis elle parle à tous les Juifs venus d'Algérie et même venus d'ailleurs finalement, bien parce sûr, qu'on se ressent dans cet Exode. Bravo, mais bien sûr venus d'ailleurs et tout. Et vous êtes né en 86, oui. si je comprends bien. Tu calcules bien, Marco. Bravo Marco. Mais l'histoire de vos parents, je ne sais pas très bien. C'est tout à fait cohérent, c'est ça, d'Algérie aussi. L'histoire d'Algérie aussi, du Maroc. Donc c'est la même histoire parce que c'est l'histoire de l'exil et on a un imaginaire. Alors on essaye de ressembler à ses parents, on essaye de transmettre à nos enfants, on essaie de garder une matière, une pudeur. C'est un héritage aussi. Un héritage, bravo, je cherche le mot, merci. Un héritage et voilà, les paroles sont extrêmement touchantes et puis c'est vrai que les années passent et on garde cette chanson en tête. Moi-même, quand je la chante depuis ce matin, on l'a mise et je l'ai en tête. Mais j'ai une question à vous poser puisqu'on va parler du fond. Est-ce que vous vous en souvenez de l'Algérie? Vous, Marco, vous étiez trop petit puisque vous aviez 4 ans, mais peut-être les odeurs, on parle beaucoup d'odeurs. Est-ce que vous avez des souvenirs? Et vous, finalement, Norbert, vous êtes le deuxième, donc un peu plus âgé, je suis le 4e des frères. Mais je m'en souviens très très bien. Effectivement, les odeurs, on s'en souvient. Je crois que beaucoup de gens le disent, des médecins, des psychanalystes, de tout, des gens qui savent que beaucoup de choses viennent de la jeunesse, de l'enfance, tendre enfance en tout cas. C'est clair, il y a des tendre, choses. C'est le bon mot, tendre. Ouais. Tendre. Il y a effectivement des réminiscences de souvenirs, d'odeurs, de choses qui restent intemporelles. Par exemple, pour le plaisir, je vais vous raconter une petite chose, mais c'est confidentiel. Ça reste entre nous, je vous garantis. Entre nous, par exemple, que Dieu repose l'âme de notre maman. Et on arrive à retrouver par exemple des goûts de sa cuisine alors qu'on n'a jamais appris à faire de la cuisine, et c'est tout un symbole. Ça veut dire qu'on recherche et en même temps inconsciemment on a ça au fond de nous, dans nos gènes quoi. On arrive à retrouver la musique, les souvenirs, le goût, l'odorat, et ça a beaucoup de sens. Pour en revenir à l'imagine, ce que vous disiez avec Marco, c'est que cette chanson, on l'en est un petit peu, on la revendique d'abord parce qu'elle est intemporelle et quelques petites décennies après, elle reste appréciée, elle est voilà, découverte par vous, par votre génération.
Et on a grandi avec. Hein. Elle a quelque chose d'authentique parce qu'elle est intemporelle, mais en fait, les mots qui ont été dits il y a quelques années sont les mêmes d'aujourd'hui, quoi. Il y a toujours cette envie de savoir. On se nourrit de souvenirs. Évidemment, il faut pas être passéiste. On n'est pas là à faire du nostalgisme non plus, mais on a tous besoin. Regardez tout ce qui se passe dans tous les domaines aujourd'hui. On a besoin de se référer un petit peu à des choses qui étaient mieux par ailleurs ou avant. On ne sait pas quoi. D'ailleurs, on idéalise. On déborde là, non? Non, je vous en prie. Pardon. Je vous en prie. Poursuivez, c'était très intéressant. Donc, vous parlez de l'actualité. Vous parlez d'aujourd'hui, des sentiments qu'on peut éprouver. Oui, par exemple, c'est-à-dire une chanson, c'est l'émanation de ce qui peut être vrai en fait, ce qui est authentique, ce qui est nous on a la chance de pouvoir nous exprimer en tant qu'auteur, compositeur, interprète et aussi producteur. Voilà, effectivement, on arrive à donner un petit peu ce qu'on ressent aux gens. Mais j'imagine qu'il y a des gens entre guillemets qui n'ont pas cette possibilité, qui pensent donc au travers de chansons ou de films ou par substitution, on arrive à se reconnaître dans certains thèmes et culturels souvent, parce que c'est souvent par la culture qu'on arrive à faire des choses et tendre des mains et rompre des barrières. Alors justement, on va parler de l'actualité dans le cadre de l'exposition Les Juifs d'Orient, une histoire plurimillénaire. L'Institut du monde arabe vous a invité à donner un concert. Ce sera le mercredi 8 décembre prochain. Parlez-nous de cette exposition et des titres que vous allez chanter, parce que on commence à pas mal en parler de cette exposition. C'est l'occasion d'y aller. Alors, puisqu'on aurait pas parlé de souvenirs de l'enfance et tout, dans les titres, il y a un titre qui est moins connu que certains autres et qui s'appelle Tous ces bouts de soleil. Tous ces bouts de soleil, ça dit, et les vieilles immobiles parlaient du temps qui passe. On veut que vous nous la chantiez un petit peu là. Et les vieilles immobiles parlaient du temps qui passe. La vie était facile au soleil des terrasses. Et ses fêtes et ses lumières et ses odeurs de pain. La tendresse d'une mère, la tendresse de ses mains. Tous ces bouts de soleil, tous ces bouts de vie, comme des points dans la nuit. Quand on doute quelquefois, on se penche à un puits où somnole un passé qui n'est fait que de bouts de soleil. Oh, voilà. C'est trop mignon. J'aime beaucoup. Alors cette chanson, on va la retrouver ? On va la retrouver parce qu'elle fait partie de l'histoire. Quand on a accepté, j'aime pas ce mot, parce que ça fait comme si c'était une faveur, c'est pas le mot. Mais quand on a dit oui à l'invitation. On a répondu oui, en fait, présent. Oui, pas accepté, j'aime pas ce mot. Mais quand on a dit oui à cette invitation qui nous touche et qui nous honore, immédiatement, c'est l'histoire, c'est un hommage à notre père. C'est une image, parce qu'on parlait elle imagine, on parle de notre père. Bon, c'est la même histoire, tout ça, c'est les Juifs d'Orient, c'est une longue histoire. Et quand l'Institut du monde arabe intitule cette exposition qu'on a visitée hier, et qui est magnifique, dans laquelle le président Macron a fait un discours hier soir, même magnifique sur place, et l'exposition est magnifique parce que... Qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve des manuscrits d'antan, on y trouve une œuvre de Chagall qui est magnifique, on y trouve des photos, des Sefer Torah de Syrie, de Yémen, des photos, un aîné du Maroc qui a été filmé dans les années, 40, 50. Il y a des films de familles juives en noir et blanc, très floutés, mais qui sont magnifiques, un peu sépia, des belles photos sépia. Plus que sépia. On y trouve aussi du cuivre ciselé, c'est sublime, vraiment, c'est très beau à voir. C'est très beau. D'ailleurs, moi, j'invite mes enfants et tous, adultes et jeunes et moins jeunes, à y aller parce qu'elle est vraiment, elle nous donne vraiment l'idée de ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents. Bien sûr. Donc c'est un travail de mémoire finalement d'y aller pour nos parents, pour nous et pour les futures générations d'aller à cette exposition. Bien sûr, mais en général, les expos, quelles qu'elles soient et tout, c'est la transmission de la culture. La culture, c'est l'éternel recommencement des sociétés et des gens. Donc c'est important. Donc pour revenir au spectacle, on chantera cette chanson, bien sûr, on chantera l'Imagine, et puis on va consacrer un moment assez important aussi à la musique Malouf, qui est donc cette musique dont parlait Norbert il y a un instant à travers notre père, et qui est la transmission, parce que la musique c'est un des éléments de la transmission.
Eh bien, ça donne vraiment envie d'y aller. Il y a aussi le récit de cette coexistence dont il faut quand même parler, à la fois tumultueuse, féconde et fraternelle, qui va se faire à travers donc la musique malouf, la musique donc judéo-arabe andalouse, ce lien indéfectible entre les communautés dont vous parlez avec votre papa. Est-ce qu'il y aura d'autres artistes également au sein lors de ce spectacle? Lors de notre spectacle, nous sommes avec quelques invités qui sont nos amis musiciens et avec lesquels on va partager des moments. Ça va être très court en fait, il y a seulement entre guillemets 1h30. Ce sera à partir de quelle heure? 20h le mercredi 8 décembre et on va y être nombreux quoi. Alors, je vous ai entendu parler de vos amis avec qui vous chantez. Je sais que vous avez pas mal chanté avec Enrico Macias. Justement, c'est les artistes qui sont dans votre lignée. Je crois que vos échanges doivent vraiment être passionnants autour de ce beau pays qu'est l'Algérie. Enrico Macias, c'est une figure emblématique de cette notion de transmission. Enrico Macias, c'est un petit peu le grand frère de toute la communauté. C'est une qualité musicale qui se perpétue et je crois que dans 100 ans, on parlera encore et toujours d'Enrico Macias parce qu'il a vraiment représenté toute cette notion. On a un point commun en fait, c'est qu'il est héritier, lui comme nous en fait. Il est héritier de la musique constantinoise. Son père et son beau-père étaient effectivement des maîtres du malouf, tout comme notre père, et ils étaient d'ailleurs très amis là-bas en Algérie. Et il est imbibé, d'ailleurs, quand on se voit, on fait souvent des bœufs qui doivent durer 3 minutes. C'est ça, on était ensemble à Marrakech il y a quelques semaines pour une émission de télévision, et après l'émission ou après le repas de 22h, la musique a duré plusieurs heures ensemble, quoi. On dirait, tu sais quoi, c'est comme si on mettait un ballon de football au milieu et c'est à celui qui va... il y a les automatismes. Chacun, il n'y a pas besoin de s'entraîner. C'est rigolo, hein. Écoutez, justement, dans la lignée des amis, et c'était la progression de cette question. Alors, on le sait que vous avez fait de la musique de votre vie. Vous avez fait une carrière, en tant que musicien, chanteur, mais aussi producteur. Mais vous avez aussi... eu des très belles rencontres. En 2012, vous avez sorti un titre qui s'appelle On est resté des amis. Ah oui. Vous vouliez qu'on en parle avec Hamdi Benani, avec qui vous avez noué une amitié incroyable, et ça vous tenait à cœur de parler de lui aujourd'hui, votre ami de toujours, que vous considériez comme un grand frère, musicien, chef d'orchestre, grand maître du malouf. Votre amitié, c'était aussi la preuve que juifs et musulmans peuvent s'aimer. Et cette chanson, j'imagine que vous allez la chanter le 8 décembre, ou du moins faire un petit clin d'œil. On ne sait pas si vraiment on va la chanter parce que c'est tellement émotionnel déjà ce titre. Il a un symbole. C'est l'histoire effectivement comme vous disiez Cyrielle, c'est l'histoire d'une amitié profonde. On jouait dans les années très, très jeunes, vous n'étiez pas né encore. Et on était à une soirée avec notre père et toute la famille. On était à une soirée. Est-ce que c'était en décembre 1973? Je rêve. Vous savez même ça? Oui, je crois que c'était le 31 décembre. Voilà. C'est James Bond. C'est le vieil ici. C'est ça. On travaille l'émission. Et on était à une belle soirée, on faisait de la musique et est arrivé un jeune homme qui était tout jeune, qui avait même pas 30 ans, Hamdi Benani, effectivement, qui était dans la salle et il s'est présenté à notre père et il a dit: je suis musicien constantinois, beaunois d'ailleurs, plus précisément. Est-ce que je peux faire un petit morceau avec vous? Mon père lui a dit évidemment, assieds-toi, tu as un violon, tu as quelque chose? Il a dit oui, j'ai mon violon. Quoi? Prends le ballon. Il est monté et puis finalement il a passé la nuit avec nous à faire de la musique et ça a été un peu le grand frère, le frangin de la famille, l'ami intime. Il passait ses shabbats avec nous à la maison. C'est effectivement l'incarnation de l'amitié, mais ça je sais même pas si le fait de souligner qu'on est amis d'un tel, ça précise qu'effectivement il n'y a pas la possibilité, il y a pas l'impossibilité en tout cas. C'est évident qu'on peut être amis de tous les jours. Entre musulmans et juifs, on dit les choses. Mais heureusement encore, c'est vrai ce que tu dis Norbert, à savoir qu'il y a heureusement encore. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que dans les mots que vous prononciez il y a quelques instants, vous avez marqué, c'était quoi, une rencontre d'amitié. Une amitié incroyable. Et tumultueuse. La relation judéo-arabe, on va pas rentrer, on n'est pas là en politique, on n'est pas là. Bien sûr. Il y a encore que, on peut être entre amis en
tout est bon pour échanger tout est politique, et pour... il y a pas de souci. Bien sûr. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a d'abord, on a le droit de s'aimer, et fort heureusement. Et cet homme, il a eu un courage magnifique. C'est et de s'apprécier surtout. On s'apprécie beaucoup, on l'apprécie beaucoup, cet homme. Dans le contexte dans lequel il était, parce qu'il a toujours vécu en Algérie, et on se rend pas toujours bien compte des possibilités de liberté d'un endroit à l'autre. Et il a toujours été libre là-bas et respecté par ses pairs et par tout le monde. Alors qu'il a véritablement toujours ouvert son cœur, son téléphone. Là, par exemple, s'il était encore là parmi nous, il nous avait fait cet honneur il y a quelques années, sur Radio Juive. Et il nous avait fait cet honneur de nous appeler en direct de Annaba et de chanter sur son téléphone avec nous et tout. Et c'était un homme très ouvert, et cette amitié, c'était une amitié qui était profonde, simple, sans blabla, sans voilà. Mais ce que dit, en fait, Cyrielle, on va effectivement faire ce titre, ça va de soi, mais je sais pas si on va le chanter. Je crois qu'on va le passer en vidéo derrière, en rétroprojection. Alors, vous voyez, je vous ai donné une idée. c'est bien, parce que chanter à sa place c'est indécent et émotionnellement ça nous fera pas plaisir. Mais en revanche, passer son titre en vidéo, bien sûr qu'on le fera. Eh ben, écoutez, on note ça et on va venir bien évidemment vous voir donc pour ce spectacle le 8 décembre à l'Institut du Monde Arabe, et on poursuit cette émission avec vous, les frères Nakache, Marc et Norbert, sur Radio J. Vous restez bien sûr avec nous et vous pouvez poser toutes vos questions, envoyez-les nous sur le compte Instagram de Radio J. En attendant, on revient dans quelques minutes juste après le rappel des titres sur Radio J.